Après que ma sœur a menti à mon sujet, papa a jeté mes affaires et celles de mes enfants et a dit, hors de ma maison. Ma sœur a ri, bonne chance pour t'en sortir, minable. Nous nous sommes juste éloignés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans 3 jours, le karma frapperait plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer. Je n'oublierai jamais le regard que mon père, Philippe, m'a lancé cette nuit-là. Pas de la colère, pas même de la déception, juste du froid, comme si je n'étais rien. C'est le genre de regard que l'on n'attend pas de son propre père, surtout lorsque vous vous tenez là, tenant la main de votre petit gabin de 3 ans, sans nulle part où aller. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je n'avais pas prévu de revivre chez mes parents à 32 ans, avec un enfant et sans emploi. Ma vie s'était effondrée plus vite que je n'aurais pu la reconstruire, et la seule bouée de sauvetage qui me restait, c'était eux. Nous avions emménagé 2 mois plus tôt. Juste temporairement, avais-je dit, juste le temps de trouver un nouvel emploi, d'économiser de l'argent, de m'organiser pour la crèche. Ma mère, Martine, m'avait accueilli comme toujours, mais Stéphanie, ma sœur, ne cherchait même pas à cacher son dégoût. Elle vivait déjà là avec son mari, Laurent, et leur fille, Chloé, après un échec dans une transaction immobilière. Nous étions donc 3 familles sous le même toit, et l'une d'entre nous n'était clairement pas la bienvenue. Dès la première semaine, elle avait fait savoir à quel point elle trouvait injuste que maman cuisine aussi pour moi, ou qu'elle lave mon fils pendant que j'allais à des entretiens d'embauche. Elle commentait assez fort pour que je l'entende, demandant à son mari si, peut-être, nous devrions aussi quitter nos emplois pour avoir le service en chambre et la nounou gratuite. J'ai ignoré. J'ai fait profil bas, j'ai aidé à la maison, et j'ai fait tout mon possible pour ne rien attiser. Mais Stéphanie ne laisse pas les choses passer. Elle ne supportait pas que nos parents me donnent la moindre attention, surtout financière. Je pouvais sentir son ressentiment comme une électricité statique dans l'air. Ce que j'ignorais, c'était jusqu'où elle irait pour se débarrasser de moi. Le jour où tout est arrivé a commencé comme les autres. J'ai emmené mon fils au parc après le petit déjeuner pour ne gêner personne. Quand je suis revenu, quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. Ma mère se tenait dans la cuisine, ne me regardant même pas. Puis j'ai vu mon père sortir de ma chambre, tenant une enveloppe comme une pièce à conviction. Il n'a pas crié, il n'a posé aucune question. Il a dit, « Tu nous as volés. » Hors de ma maison. Ma première réaction a été de rire. J'ai cru à un malentendu, mais j'ai ensuite aperçu Stéphanie, les bras croisés derrière lui, masquant à peine son sourire narquois. Elle a dit qu'elle avait trouvé l'argent de secours manquant dans mon tiroir pendant qu'elle cherchait sa brosse à cheveux. C'était plus de 10 000 €. Je ne parvenais même pas à articuler un mot. J'ai dit que ce n'était pas à moi, que je n'y avais pas touché, mais personne n'écoutait. Papa a attrapé un sac poubelle et a commencé à y fourrer mes affaires. Il y a jeté les jouets de mon fils comme des ordures. Ma mère est restée là, silencieuse, ce qui, d'une certaine manière, m'a fait plus mal que si elle avait crié. Je leur ai dit de vérifier les empreintes, les caméras, n'importe quoi. Stéphanie a surenchéri en disant que j'essayais juste de gagner du temps pour m'éclipser avec l'argent. Son mari regardait depuis le couloir, appréciant clairement le spectacle. Ils nous ont mis à la porte juste comme ça. Alors que je me tenais dehors, serrant le blouson de mon fils et un sac de vêtements éventrés, Stéphanie s'est penchée à la porte d'entrée et a dit « Bonne chance pour t'en sortir, minable ». Et ils ont fermé la porte. Il était presque 21 h. Je n'avais aucun plan, pas de voiture, et peut-être 40 € dans mon sac. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus avec mon fils pleurant dans mes bras, son ours en peluche oublié dans le chaos. Je me sentais engourdi. Puis j'ai fait la seule chose que je n'aurais jamais voulu faire. J'ai appelé oncle Antoine. Il a répondu à la 2e sonnerie. Antoine était le frère aîné de mon père. C'était celui qui avait réussi. Grande propriété, pas d'enfant, divorcé, membre d'un club de golf privé. Je ne l'avais pas beaucoup vu l'année précédente, mais je me souvenais à quel point il avait été gentil avec moi en grandissant. Je lui ai tout raconté, chaque détail sordide. Il n'a pas hésité un instant. Il a dit, « Viens rester chez moi ». Je n'ai pas posé de questions. J'ai pris le prochain bus à travers la ville et je me suis présenté à son portail juste avant minuit. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit-là était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Dans 3 jours, tout allait commencer à s'écrouler pour Stéphanie et mes parents, et le karma ne faisait que commencer. La maison d'oncle Antoine ne semblait pas réelle la première nuit.
Il était presque minuit quand je suis arrivé, traînant 2 sacs poubelles remplis de vêtements froissés et un enfant à moitié endormi sur mon épaule. Les lumières de sa véranda se déversaient sur l'allée en pierre, comme dans un film. Tout était net, calme, l'exact opposé du chaos que je venais de quitter. Il a ouvert la porte, a vu mon visage, a regardé mon fils, et n'a posé aucune question. Il a juste tendu la main, a pris mon garçon et m'a dit « Tu es en sécurité, maintenant ». C'est la première fois que je me suis autorisé à pleurer. Il m'a laissé dormir. Pas de questions, pas de jugement. Le lendemain matin, il a fait des crêpes et n'a même pas sourcillé quand mon fils a renversé du sirop sur le plan de travail. Il m'a versé une tasse de café, s'est assis et m'a demandé ce qui s'était passé. Je n'ai rien omis. Ni les petites piques de Stéphanie depuis mon arrivée, ni la tension bizarre qui grandissait chaque fois que mes parents m'aidaient. Je lui ai parlé de l'emploi que j'avais perdu, des entretiens où j'étais allé, à quel point j'essayais, à quel point je détestais avoir besoin d'aide, puis je lui ai raconté ce qui s'était passé cette nuit-là, comment mon père avait trouvé l'argent de secours dans mon tiroir, comment Stéphanie se tenait là, feignant d'être choquée. Je lui ai même dit ce qu'elle avait dit alors que la porte se fermait devant moi. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière, s'est frotté le menton et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'attendais un truc dans ce genre. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a répondu qu'il avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos de Stéphanie, qu'il avait vu sa méchanceté depuis qu'elle était adolescente, mais qu'elle avait toujours pris soin de jouer l'innocente quand cela comptait. Il a également dit « Mes parents prenaient des décisions financières douteuses dernièrement, puisant plus dans la société familiale qu'ils ne le devraient, ignorant les réunions budgétaires, et demandant soudain de petits prêts comme si de rien n'était. » Puis il a pris son téléphone et a passé un appel juste devant moi. Je n'ai pas pu saisir tous les mots, mais j'en ai entendu assez, bloquer les accès. Dividendes familiaux. L'audit commence aujourd'hui. Il a raccroché, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'as rien à prouver. Attends juste. » La vérité frappe fort quand elle finit par tomber. Les 2 jours suivants ont été calmes, presque trop calmes. Je m'occupais à la maison, j'emmenais mon fils dans le jardin et j'essayais de ne pas imaginer ce que Stéphanie racontait probablement sur moi là-bas. Je la voyais dans ma tête, dans le salon, jouant la victime, montant son histoire sur la façon dont elle m'avait surprise la main dans le sac. Je savais que maman pleurait. Je savais que papa s'en moquait. Il n'avait même pas sourcillé en me jetant dehors. Mais Antoine, il préparait quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je le sentais. Il était constamment au téléphone, et chaque fois que je demandais si quelque chose s'était passé, il disait simplement « bientôt ». Le 3e jour, il est rentré en début d'après-midi, a jeté ses clés sur le comptoir et m'a dit de me préparer, on va chez tes parents. Je lui ai dit que ça ne servait à rien, qu'ils avaient déjà pris leur décision à mon sujet. Mais il ne demandait pas. Il a juste dit, il est temps qu'ils voient qu'ils ont choisi de croire au détriment de leur propre fille. Lorsque nous nous sommes garés dans l'allée, le 4x4 de Stéphanie était garé devant, la voiture de maman aussi. Aucune trace du pick-up de papa. La porte d'entrée était légèrement ouverte, comme si quelqu'un était sorti en vitesse. Antoine m'a dit de rester dans la voiture avec mon fils, disant que cette partie n'était pas pour moi. Il a monté les marches comme s'il était chez lui. De la voiture, je ne pouvais pas voir grand-chose, mais je pouvais l'entendre, la porte claquer, des cris. La voix de Stéphanie d'abord, paniquée, puis maman qui pleurait. Quelque chose est tombé, puis le silence, suivi du hurlement de Stéphanie qui fendait l'air, « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. » Quelques minutes plus tard, Antoine est ressorti, calme, concentré, comme s'il venait de conclure un marché. J'ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit que l'audit était arrivé à ses conclusions. Il s'avérait que Stéphanie avait prélevé de l'argent du compte de l'entreprise pour payer une dette personnelle, puis avait placé l'argent dans ma chambre pour brouiller les pistes. Même montant, même enveloppe. Elle n'avait pas juste voulu que je parte, elle essayait d'enterrer sa propre pagaille. Antoine a dit qu'ils étaient coupés de tout accès avec effet immédiat. Plus d'accès aux fonds familiaux, plus de dividendes, plus rien. Ils allaient devoir se débrouiller pour payer les factures. Je n'arrivais même pas à parler. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont ils m'avaient regardé comme si je n'étais rien, nous avaient jeté mon fils et moi comme des ordures, et maintenant c'était eux qui voyaient leur monde s'effondrer. Le meilleur dans tout ça, ils n'avaient aucune idée que ce n'était que le début. Le lendemain matin,
je me suis réveillée avant l'aube et je me suis assise près de la fenêtre de la chambre d'Amy, regardant le brouillard dériver dans le jardin d'Antoine. Mon fils dormait encore, blotti contre l'animal en peluche qu'Antoine lui avait acheté. Pour une fois, je ne pensais ni ne planifiais, je respirais juste. Je n'avais pas fait ça depuis des mois. C'est pourquoi, au moment où Antoine est rentré cet après-midi-là, j'avais 3 appels manqués de Stéphanie et un seul SMS de maman, « S'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» Aucune explication, aucune excuse, juste des mots vides de sens. Antoine a jeté un coup d'œil à mon téléphone et a dit, « Ne réponds pas, laisse-les venir à toi maintenant. » Il semblait presque joyeux. Dans son bureau, il m'a dit que la première étape était franchie, couper leur accès, mais qu'il avait également lancé un audit complet des budgets passés. Des milliers manquaient. De l'argent retiré sous des étiquettes vagues. De fausses dépenses facturées à l'entreprise. Les empreintes de Stéphanie partout. Puis vint le vrai choc. Antoine a affiché des images de vidéosurveillance, une caméra cachée dans le couloir près des chambres. Il l'avait installée après la disparition d'un héritage familial l'année dernière. Et elle était là, Stéphanie, entrant dans ma chambre, enveloppe à la main, vérifiant des 2 côtés avant de la glisser dans mon tiroir. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Antoine a mis la vidéo en pause. « Tu veux que je le renvoie ou que je le garde comme moyen de pression ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai même pas réfléchi. « Attends » ai-je dit. « Laisse-les mijoter. » Ce soir-là, tout a commencé à se déliter. Stéphanie a essayé d'autoriser un virement depuis un compte gelé. Trop tard. Les ouvriers sur la rénovation de la maison de mes parents avaient lâché le chantier. Les travaux s'étaient arrêtés à mi-chemin. Des appareils électroménagers à moitié payés n'avaient jamais été livrés. La piscine dont Stéphanie se vantait sur les réseaux, le paiement n'est pas passé. Tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et de l'argent familial était parti. Et cette nuit-là, Stéphanie a appelé 6 fois. Puis son mari a laissé un long message sur la façon dont la famille devrait se serrer les coudes et comment les choses avaient un peu dégénéré. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, Antoine a préparé le dîner et n'a rien mentionné de tout cela. Il a juste demandé à mon fils combien de dinosaures il pouvait nommer, et ils ont passé la soirée à dessiner des raptors sur des serviettes. J'ai réalisé depuis combien de temps quelque chose ne m'avait pas paru normal. Le lendemain, ma mère est venue. Elle n'a pas sonné, elle s'est juste tenue devant le portail, fixant la maison comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. Je l'ai regardée d'en haut. Elle avait l'air brisée. Au bout de 10 minutes, elle est partie. Plus tard cette nuit-là, Antoine m'a montré un SMS de Stéphanie, elle a tout gâché. J'ai ri. Elle avait incendié sa propre vie et me blâmait toujours. 2 jours calmes se sont écoulés. Trop calmes. Stéphanie n'était jamais restée silencieuse aussi longtemps. Je savais que quelque chose arrivait. Jeudi matin, Antoine a sorti une enveloppe Kraft de mes parents. À l'intérieur, il y avait une lettre de mon père, 3 pages de demi-excuses et de reproches voilés. Aucune mention de ce qu'ils avaient fait, juste une demande d'argent. Ils voulaient qu'Antoine leur verse leur distribution mensuelle en attendant qu'il règle quelques problèmes personnels. Antoine me l'a tendue comme si elle puait. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, Stéphanie est arrivée. Elle avait l'air dévastée, les cheveux en bataille, les yeux gonflés, sa confiance envolée. Elle a dit que tout s'écroulait, la rénovation de la maison, l'emploi de son mari, leur carte de crédit, même papa la blâmait pour tout. Puis elle a avoué. Elle a admis avoir pris l'argent, l'avoir placé dans mon tiroir et simulé la découverte. Elle a dit qu'elle voulait juste que je parte. Elle était fatiguée d'être la bannie, la fille de secours. Elle a juré qu'elle n'avait jamais voulu que papa me mette réellement à la porte. Antoine n'a pas dit un mot. Il a juste sorti un arrêt sur image de la vidéo de sécurité. Stéphanie prise sur le fait. Elle l'a fixé et a demandé doucement, « Tu avais ça depuis le début ?» Antoine a hoché la tête. « Nous avons attendu, » a-t-il dit. « Pas pour la vengeance. Juste pour te laisser te détruire toi-même d'abord. » Puis elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit que je ne voulais rien. Ni son argent, ni son pardon, ni qu'elle tente de réparer ce qu'elle avait cassé. Il ne s'agissait plus de ce qu'elle m'avait fait, mais de ce qu'elle s'était fait à elle-même. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte et j'ai regardé mon fils dormir paisiblement. En bas, Stéphanie apprenait enfin ce que l'on ressentait quand on perdait le contrôle. Et Antoine,
il n'avait toujours pas joué sa dernière carte. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai cru que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. Le soir suivant, maman a appelé Antoine. Sa voix était brisée. Elle a dit que Stéphanie ne parlait à personne. Papa blâmait tout le monde, et l'audit avait fuité. La famille posait des questions. Puis elle a demandé si nous pouvions tous nous réunir pour dîner en famille. Antoine m'a dit que je n'avais pas à y aller, mais si je le faisais, je devais y aller selon mes conditions. J'ai accepté. Lorsque nous sommes arrivés, la maison avait l'air différente, sombre, inachevée, alourdie par les dettes et le silence. Tout le monde était déjà assis, maman, papa, Stéphanie, son mari, et tante Sheila. Personne ne m'a regardé. Quand maman a finalement parlé, elle s'est excusée, d'une voix tremblante mais sincère. Elle a dit qu'elle avait cru la mauvaise personne et laissé l'orgueil l'aveugler. Puis elle a pleuré. Stéphanie s'est levée ensuite. Elle n'a pas pleuré. Elle a avoué. Elle a dit qu'elle avait pris l'argent, l'avait placé, menti et m'avait piégé par jalousie. Fatiguée d'être la fille oubliée, la remplaçante. Elle a admis qu'elle voulait me détruire parce que cela lui donnait un sentiment de puissance. Le silence s'est installé dans la pièce. Tante Sheila a demandé, et maintenant? Stéphanie n'a pas eu de réponse. Puis papa m'a regardé et a dit qu'il ne savait pas comment arranger les choses, mais qu'il voulait que je rentre à la maison pour corriger ses erreurs. Je lui ai dit, non, pardonnez, ce n'est pas oublié. Revenir ne ferait pas disparaître cette nuit. Il nous avait jeté mon fils et moi. J'avais déjà un foyer, un endroit où nous étions désirés. Le silence qui a suivi en disait long. Je les ai remerciés pour le dîner, leur ai souhaité bonne chance et je suis parti. Personne ne nous a arrêtés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois qu'ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. Quelques jours plus tard, Antoine m'a tendu une pochette, un bail pour sa dépendance. 2 chambres, une petite cuisine, le soleil filtrant par le puits de lumière. Il a dit que c'était à moi si je la voulais, loyer gratuit pendant 1 an. Parce que je t'ai vu survivre avec des miettes, a-t-il dit. Tu mérites une chance de respirer. J'ai emménagé 3 semaines plus tard. Maintenant, mon fils se réveille en souriant, regardant les oiseaux à travers sa fenêtre. J'ai un emploi stable en télétravail, la paix et la stabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles de Stéphanie depuis. La maison de mes parents est à moitié finie. Leurs finances sont en désordre. Ils galèrent en silence, toujours trop fiers pour demander de l'aide. Je ne ressens plus de colère. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai guéri. Je n'ai pas eu de vengeance. J'ai eu la liberté. Je ne les ai pas exposés. Je n'ai pas eu à le faire. Leurs vies se sont effondrées sans que je lève le petit doigt. Parfois, je passe devant l'ancienne maison. Mon fils demande, qui vit là maintenant? Je lui réponds, juste des gens que nous avons connus. J'ai lâché prise, mais je ne suis jamais revenu. Et je ne le ferai jamais.